Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Vincent Chapurla, que je remercie sincèrement d'avoir accepté de nous présenter ses travaux sur la résilience dans le cadre de ce séminaire. Alors, Vincent Chapurla est professeur à l'IMT Mindales, il est responsable de l'équipe ISOAR, ingénierie des systèmes et d'organisation pour les activités à risque, mais également directeur adjoint du laboratoire des sciences des risques. Alors, il est très impliqué en ingénierie système et notamment à l'AFIS, où il a été vice-président enseignement-recherche et a d'ailleurs reçu un Outstanding Award de l'INCOSI, l'International Council on System Engineering, pour sa gestion des nombreux événements organisés dans le cadre de son mandat. Et puis, sur le plan scientifique, il a également piloté une chaire Digital Twins for Industrial Systems. Il travaille sur l'évaluation d'architecture, sur la gestion de crise, mais aussi sur les infrastructures critiques. Et c'est dans ce contexte que je lui laisse la parole pour sa présentation sur la résilience, une propriété non fonctionnelle essentielle des infrastructures critiques. Merci Vincent. Merci beaucoup pour cette introduction très flatteuse. Alors, bonjour à tous. Donc, j'avais préparé... Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. C'est bon? Donc oui, voilà, résumé, je rajoute juste un truc, c'est que je suis actuellement responsable de 2 chaires pour l'IMT Mindales. Une chaire qui est Critical Infrastructure Model-Based Systems Engineering, qui se terminera en juin 2019 et qui va être transformée en une nouvelle chaire Critical Infrastructure Model-Based Systems Engineering and Simulation. Donc, cette chaire va durer encore 6 ans de plus. Et puis, effectivement, je suis responsable pour l'IMT Mindales de cette chaire Digital Twin for Industrial Systems. Donc, tout a été dit. Je dirais que j'ai voulu faire ce slide un peu pour vous dire où est-ce que j'étais en termes de cadre de travail. Effectivement, je travaille sur les systèmes complexes et les systèmes de systèmes. J'ai démarré ma carrière sur les systèmes entreprises. Quoi qu'on puisse se poser la question, l'entreprise est-elle un système? Ben oui. Sur la théorie de la complexité, la théorie de la modélisation, globalement la systémique et la pensée système, ce qui m'a amené petit à petit depuis 2001 à m'intéresser fortement à l'ingénierie système et à petit développer mes contributions autour de l'IS. Et les contributions, peut-être que je le formule en termes de livrables, ce sont effectivement des méthodes que je considère basées modèles, collaboratives et itératives. Et le but, c'est de supporter un collectif d'acteurs qui a quelque chose à faire pendant la vie d'un système en suivant les principes de l'ingénierie système, en suivant les processus qui sont mis en avant, par exemple, dans la 15288, des principes qui sont dans la 42040, 42010, 020, 030, dans la 29110, etc., dans plein de références normatives. Alors, pourquoi je mets ces références normatives en avant? C'est parce que je suis prof Institut Mines Télécom et donc, à ce titre, j'ai une mission, outre les responsabilités qu'on a vues, d'animation et de direction de la recherche, c'est faire une recherche finalisée, c'est-à-dire une recherche qui trouve une application dans le milieu industriel. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de collaborations de type CIFRE, contrats directs, contrats régionaux, plus ou moins importants en termes de temps. Là, par exemple, je suis sur un projet avec Bouygues et Dassault qui va durer 4 ans. Et puis les chaires qui sont en collaboration avec des industriels. La chaire aussi est avec un industriel qui s'appelle Assystem. La chaire DITIS, Digital Twin for Industrial Systems, est avec Siemens, Innoprod et Pierre Fabre. Donc on a toujours cette notion de recherche finalisée. Et quand je parle de mes contributions sont des méthodes développées, on a une définition de méthode qui vient de la systémique, dans laquelle une méthode n'est pas seulement une démarche opératoire, une méthode est composée de concepts, de langage, de démarches opératoires, d'outils et de référentiels, d'expertise, de connaissances et de pratiques. Je ne vais pas m'étendre plus, mais voilà en gros le cadre et les contributions. Et bien évidemment, là où j'ai mis le doigt, c'est tout ce qui est problème de modélisation, de vérification et de validation, et de modèles et de systèmes.
par la preuve de propriété à l'origine, l'évaluation de propriété dont je vais un peu vous parler aujourd'hui, et de la simulation avec des techniques de simulation avancées, et puis de l'évaluation d'architecture de système et de système de système. Et le cadre applicatif, on travaille beaucoup sur le nucléaire, on a travaillé un peu sur le transport, encore beaucoup sur l'aéronautique, de plus en plus sur le BTP, c'est assez bizarre mais c'est le cas, et on essaie de se rapprocher du domaine naval. Et puis les objectifs transverses à tout ça, c'est encore une fois parce que c'est une recherche finalisée, ça ne sert à rien de faire une méthode si la méthode n'est pas déployée en PME, PMI ou grand groupe. Et donc on parle bien de déploiement de ces méthodes. Là j'ai mis déploiement du MBSE, c'est peut-être un peu abusif. Voilà, ça c'est le résumé de la présentation. Et voilà, on commence. Alors, d'abord je vais essayer de vous donner des définitions qui sont certes pas nouvelles, qui sont peut-être anciennes, mais sur lesquelles nous, on a fondé les travaux que je vais vous présenter, et je vais détailler ces travaux. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure et une infrastructure critique? Il y a une vision Monsieur Tout-le-Monde. Bon, c'est un ensemble d'éléments structuraux interconnectés qui fournissent le cadre pour supporter la totalité de la structure, mais ça, c'est une infrastructure classique. La vision européenne, ils ont défini l'infrastructure critique. C'est tout ce qui rend un service aux citoyens des États membres. Et il y a 3 critères qui sont suggérés, hein, c'est pour ça que c'est entre crochets, pour identifier les infrastructures critiques. C'est l'étendue géographique, le degré de gravité au sens si cette infrastructure venait à disparaître ou à dysfonctionner, quel en serait l'impact et quel en serait l'effet dans le temps. Voilà la définition qui a été donnée par le Parlement européen en 2004 et qui n'a pas changé, qui a peut-être un peu évolué depuis. Et puis, à côté de ça, on a des listes d'infrastructures critiques qui sont reconnues. Et il y a des trucs un peu bizarres comme le Space and Research, tout ce qui est organisme travaillant dans le spatial ou la recherche au sens large, sont aussi des infrastructures critiques. Ben oui, si on disparaît, au bout d'un moment, il paraîtrait que notre disparition serait quand même un petit peu embêtante. Et puis, il y a une autre vision qui nous a paru intéressante à l'époque, c'était la vision américaine. Tous les systèmes et les actifs physiques ou virtuels, on insiste sur cet aspect immatériel, tellement vitaux. Alors, le concept de qu'est-ce qui est vital, c'est leur indisponibilité ou leur destruction aurait un effet déstabilisant sur la sécurité, l'économie, la santé, la sûreté publique, ou toute combinaison de ces effets. En fait, ce qui est redoutable, c'est la combinaison de ces effets. On va le voir par effet slow rope, boule de neige, etc. Et du coup, Hollinger, c'est assez ancien, en 2007, a essayé de trouver les définitions de ces infrastructures selon les pays. Et il y a des pays, par exemple la vision belge, la Belgique insiste sur, non pas la définition d'infrastructure critique, ils adoptent celle de l'UE, ils insistent sur le rôle de l'exploitant d'une IC. Il a des obligations, il doit mettre en place des mesures internes de sécurité, il doit y avoir des points de contact, il doit procéder à des exercices, et tous les mécanismes qui permettent à l'IC de continuer à performer sont obligatoirement harmonisés. Alors, harmonisés, sous-entendu, ils peuvent être activés à tout moment, sans heurts et sans effet secondaire. C'est la première fois que dans une définition d'infrastructure critique, on a trouvé cette notion d'obligation de l'exploitant. En tout cas, nous, c'est notre position, encore une fois. Alors, à partir de là, je vous définirai pas ce qu'est un système. Je pense que vous le savez. On va juste retenir ici qu'un propriétaire, un système, il possède des propriétés qu'on appelle non fonctionnelles. Les Américains les appellent les illities parce que, par exemple, Dweck, depuis longtemps, on a fait une liste. On a une liste d'à peu près 72 propriétés non fonctionnelles. Et ils les ont appelées illities parce que ça finit par IT, interopérabilité, sécurité, démontabilité, maintenabilité, et puis performance. La performance est une
propriété non fonctionnelle. Voilà. Ou alors la robustness, qui ne finit pas par IT, mais qui est dans cette liste. Alors, ce qui est important, c'est que ces propriétés non fonctionnelles, elles ne peuvent pas être déduites simplement des propriétés des sous-systèmes. C'est-à-dire qu'un système est composé de sous-systèmes qui interagissent, qui participent à la mission globale du système, en restant dans leur finalité. Si c'est un système de système, on va le voir, c'est un petit peu différent, mais en gros, on ne peut pas dire qu'un système est par exemple robuste si et seulement si tous ces sous-systèmes le sont. Ça paraît évident, mais il faut le dire. Et on s'intéresse plus donc à des systèmes de systèmes parce que c'est le concept le plus adroit selon nous pour définir une infrastructure critique. Pourquoi? Parce qu'une infrastructure critique, elle n'est pour nous pas définitivement définie et elle est marquée par une évolutivité quasi constante de ces sous-systèmes. Et ces sous-systèmes gardent une espèce d'indépendance opérationnelle et managériale. Ils évoluent indépendamment les uns des autres. Il peut y avoir des comportements émergents, alors des comportements, des phénomènes ou des propriétés non fonctionnelles émergentes à leurs frontières, à leur pourtour, parce qu'ils interagissent avec d'autres. On insiste aussi sur la distribution géographique et la nécessité d'être connecté, mais d'être connecté de manière stable. Et puis on n'insiste pas sur la diversité, l'hétérogénéité des sous-systèmes qui composent un système de système. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par hypothèse, lorsque l'on forme un système de système, on aimerait préserver les caractéristiques fondamentales de chacun de ces sous-systèmes que je viens de vous lister. C'est-à-dire que le simple fait d'intégrer un système ne doit pas le priver de, par exemple, son indépendance opérationnelle, c'est-à-dire de sa capacité à décider de lui-même. C'est juste un exemple. Alors, voilà cette fameuse liste. Alors, il y en a eu plusieurs. Ça, c'est celle que nous utilisons. Une propriété non fonctionnelle, elle est amalgamée, on peut dire que c'est une exigence non fonctionnelle. C'est ability to respond to change, both forcible and unforceable. Ce qui est important, c'est ça nécessite de bien penser cette propriété, une propriété non fonctionnelle, comme étant la réponse à how the system should be, et pas ce qu'il doit faire, ce qu'il doit être, pas ce qu'il fait. Et ça paraît anodin, c'est assez important et vous allez le voir dans la suite. C'est l'idée même de ILITI. Alors, tout ce que je vous dis est bien entendu discutable. Ce sont des hypothèses de travail que nous avons fixées il y a déjà un petit moment. Depuis, vous allez le voir, on a développé un certain nombre de travaux et de projets. Et un collègue a même passé son HDR sur des résultats que nous avons obtenus, que je vais vous présenter un peu rapidement. Ce qui est important pour nous, c'est de se rappeler que le cycle de vie d'un système et le cycle de vie d'un système de système n'est pas le même, puisqu'un système de système, à terme, on peut apercevoir à plus ou moins long terme nécessiter sa dissolution, et quand il est mis en opération, il évolue constamment. Donc, on ne conçoit évidemment pas, on ne fait pas l'ingénierie d'un système comme on fait l'ingénierie d'un système de système. Vous trouverez plein de références là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Alors maintenant, la résilience, je vais vous donner une définition que nous, on utilise pour essayer pour lancer la discussion, parce que c'est celle que nous retenons. Kuter, Holnagel et bien d'autres, en gros, disaient c'est la capacité à prévenir, préparer, répondre, s'adapter aux perturbations et à atténuer les conséquences, ainsi qu'à se rétablir rapidement et efficacement. OK. Ayant dit ça, on prend un exemple. J'ai un ensemble de personnes, des citoyens, qui ont accès au réseau de distribution d'eau, au secours, au système bancaire, au système de transport, à l'information. Et puis, tout ça est plus ou moins dépendant d'un système de production d'électricité, puis de transport d'électricité. Si l'un venait à dysfonctionner, on peut imaginer que la population va bien évidemment et très logiquement, directement ou indirectement, en pâtir. La résilience, pour nous,
elle va consister à dire, bon, peut-être que le défaut vient du système de transport d'électricité, transport et distribution. Que peut-on faire pour justement améliorer cette résilience? Et donc, on est parti de cette définition très, très simple, être apte à revenir à un niveau global de performance, de sûreté et de sécurité, contrairement aux autres définitions où on mettait en avant seulement la perfo. Performance, sûreté et sécurité, qui sont les trois PNF. Vous allez comprendre pourquoi on les a sélectionnés, celles-là. Ce niveau doit être jugé acceptable. Acceptable ne veut pas dire ni maximisé, ni le même qu'avant. Non, c'est un niveau jugé acceptable. On a assez d'électricité pour faire tourner les hôpitaux, par exemple. La plus rapide et la plus harmonieuse possible, la plus harmonieuse signifiant sans préjugés sans entraîner de déséquilibre dans l'exploitation qui pourrait être faite après coup, par exemple, de l'électricité fournie, transmise et transportée. Et surtout, sans effet de bord pouvant entraîner une autre situation à risque. On a étudié pas mal de cas où un pseudo-accident a eu des effets de bord et des répercussions qui ont traversé la planète. Alors, je ne vous parle pas du battement d'ailes du papillon qui est à l'origine d'un ouragan. Je vous parle de cas comme un bateau qui rentre dans un port norvégien. Il n'est pas prévu de recevoir ce gros bateau à ce quai-là. Et pourtant, c'est le seul endroit où, en urgence, on peut le recevoir. Il est reçu et en accostant, il arrache une conduite d'électricité, justement, qui alimente la ville. Et le système d'électricité norvégien est basé sur un équilibre constant des charges. Quand le système central a détecté la perte de charge au niveau du port, puis au niveau de la ville, il a rééquilibré au détriment du réseau international à qui il était en train de fournir de l'énergie parce qu'il était en surproduction. Et on s'est retrouvé à l'autre bout de l'Europe, en Espagne, à des accidents cardiaques en cours d'opération parce que des hôpitaux n'avaient plus assez d'électricité pour faire tourner leurs réanimateurs. Voilà, c'était juste un exemple. L'exemple est beaucoup plus complexe que ça, je vous synthétise la chose. Il y a pas mal de monde, en particulier au Nagel, mais il y a plein de chercheurs qui travaillent sur ce qu'on appelle le Resilient Systems Engineering. Et donc là, la notion de système, elle n'est plus apparente. Et pourtant, si je prends par exemple le DSTA Framework de Kang et compagnie, il parle bien de Resilient System of Systems Engineering, mais le off-system est entre parenthèses. Ils disent non, ça s'applique aussi à des systèmes, des sous-systèmes, mais quand on regarde leur ilities, leurs propriétés non fonctionnelles essentielles, donc il y a les Key Enabling et les Key System of System ilities, on retrouve l'évolutivité et la robustesse. La robustesse étant dépendante de la sustainability, de la survivability, et la survivability étant entre autres dépendante de la résilience et de la vulnérabilité. Voilà une classification, une arborescence, une hiérarchie des PNF qu'ils font. Et insidieusement, ils créent un réseau de dépendance entre pas insidieusement, volontairement, ils créent un réseau de dépendance entre ces entities. Et ils ont aussi le framework, donne toute une démarche de conception, d'ingénierie d'un système de système, en insistant sur la nécessité de devoir évaluer et se focaliser sur ces seuls entities. La robustesse, la sustainability, la survivability, l'évolutivité, etc. Il y en a déjà beaucoup. Dans un article de Ross de 2015, je crois, il était écrit écoutez les gars, on a étudié les 72 entities, en maximiser plus de 5, peut-être 6 dans certains cas, c'est un enjeu déjà difficile. Concentrez-vous sur un groupe ou un sous-groupe d'exigences non fonctionnelles
sur lequel vous saurez pertinemment pouvoir maximiser. Et en gros, vous ne pouvez pas faire plus. On ne dit pas tant pis pour les autres. Autrement dit, si j'améliore la sûreté, la sécurité, la performance, j'aurais peut-être complètement sabré l'aspect maintenabilité. Bon, il faut choisir. Mais n'essayez pas de courir plusieurs lèvres à la fois. Il faut vraiment se concentrer. Et là, dans le DSTA Framework, il se concentre effectivement sur la survivabilité, la flexibilité, etc. Notre framework, en fait, c'est plutôt une démarche. Alors là, c'est une méthode de Ritchie qui s'appelle le SAI, où il donne une espèce de suite d'activités pour effectivement, alors je ne détaille pas chacune des activités, vous trouverez ça dans la doc, pour effectivement, là aussi, mais sans le dire cette fois, se concentrer sur certaines entities, sans jamais employer le terme entities ou propriété non fonctionnelle. Donc, il y a des gens qui ont travaillé sur l'ingénierie de systèmes, voire de systèmes résilients, mais en isolant totalement la résilience. Le DSTA met en évidence plusieurs propriétés non fonctionnelles et en isole quelques-unes. La résilience n'est finalement que la partie émergente de tout ça. C'est ça qu'ils veulent maximiser. Et là, dans le SAI, c'est un peu plus flou. Alors, je ne vous dis pas que j'ai raison, je vous dis seulement c'est l'interprétation qu'on a eue de ça. Et donc, Weck disait concevoir pour la résilience, ouais, ok, c'est faire un système qui doit résister, qui doit en quelque sorte résister à des choses qui ne sont jamais arrivées éventuellement. Et tout ça, sous-entendu, avec une certaine certitude dans la réaction que va avoir votre système. Oui, parce que si vous voulez dire qu'il est résilient, ça veut dire que vous connaissez la réaction dès la préparation. Alors, on s'est posé la question et on se disait, on va différencier les besoins de l'infrastructure en tant que système à faire, système d'intérêt, système of interest, éviter un événement redouté, affronter les conséquences, revenir rapidement, pouvoir mettre au point des règles parce qu'il faut continuer d'entretenir et il faut rentrer dans une démarche d'amélioration continue de l'IC. Voilà, ça c'est une partie des besoins que nous, on a pris en compte et on a essayé d'étudier comment y arriver. Et pour le système pour faire, le système use to do, qui est en charge de mener à bien l'ingénierie du système à faire, il paraît important qu'à un moment donné, le système pour faire pousse les acteurs à caractériser ces propriétés non fonctionnelles, dont la résilience, bien évidemment, mais à vraiment les caractériser comme on le fait dans le DSTA, mais peut-être en moindre nombre, être capable de les évaluer, être capable de les évaluer, et ensuite, à partir des résultats de l'analyse, quelles sont les différentes voies d'amélioration capacitaire? Alors, Holnagel parlait de barrières humaines, organisationnelles, procédurales et techniques. OK. D'autres auteurs utilisent d'autres termes, mais en gros, le but, c'est comment aider le collectif d'acteurs qui fait l'ingénierie d'un système que l'on veut être réputé résilient. Comment on fait pour éviter les événements redoutés qui soient identifiés ou émergents, donc totalement non prévus, comment on fait pour les aider à avancer, et au final, comment on fait pour contrecarrer ces effets, contrecarrer ces événements avant qu'ils n'arrivent, comment on fait pour se préparer, etc. Et là, on voit apparaître plusieurs travaux. Alors, d'abord, des projets, et puis des travaux. D'abord, les travaux de Berang Moradi, qui a été le premier chez nous. Alors, c'est pas du tout en 2029, là, je m'excuse, c'était en 2019. Là, il y a une coquille dans la date. 2019, on avait fait un projet Carnot en parallèle, un projet qui s'appelait Maïotique. Maïotique lié à la naissance d'un système, en fait, où on se posait toutes ces questions. On a commencé à se poser ces questions et à les mettre noir sur blanc, à les formaliser. Comment on fait pour ingénierer un système qui se veut être résilient?
Et lui, il a contribué à la formalisation de ces fameuses exigences non fonctionnelles, dont la résilience. Euh, euh, excusez-moi, j'ai été coupé. Voilà, dont la résilience. Et tout de suite après, mon collègue a passé son HDR et lui-même a créé ce qu'on appelle l'écosystème des propriétés non fonctionnelles, dont je vais vous parler aussi, c'est Nicolas Daclin. Donc vous avez les références à la thèse de Berang et à l'HDR de Nicolas. Et puis il y a une troisième thèse qui devrait se terminer en juin 2024, c'est la thèse d'Alexandre Webb, où il a travaillé sur la partie anticipation des situations à risque en utilisant une approche système et essayer d'adapter tous les travaux précédents à une prise en compte de la dynamique évolutive du système un peu plus réaliste. Je vais vous en reparler. Donc voilà, les trois travaux de base. J'ai oublié de vous dire, il y avait donc le projet Carnot Maïotique qui était à l'origine, dont j'étais le responsable à l'époque. Et puis on a eu un projet, le projet Résiste, qui s'est terminé en juin 2023, qui avait commencé en 2019 aussi. Le projet Résiste, c'était sur qu'est-ce que la résilience des infrastructures critiques. Et en termes d'infrastructures critiques, on a pris trois exemples. Une gare très particulière, puisque c'est la gare de Toulouse. La gare de Toulouse a ça de particulier, c'est qu'elle a été complètement rénovée. Elle est cependant, et encore, c'est peut-être une question à se poser, une gare à la fois de transport de fret et de marchandises, dont des transports de matières dangereuses, et une gare de voyageurs dont l'ambition est de doubler sa capacité d'ici à 2025 ou 2026. Donc on a là deux types de flux de transport qui sont pas nécessairement totalement compatibles, mais pour diverses raisons. Cette gare est devenue une infrastructure critique au sens critique du terme pour la SNCF. C'est un nœud de tout le réseau. Le deuxième site, c'est le périphérique autour de Nantes. Le périphérique autour de Nantes, c'est des voies d'accès avec des endroits où on peut rentrer dans Nantes, des endroits où on peut évidemment s'en écarter. Seul problème, c'est que Nantes est une ville à l'intérieur de laquelle il y a beaucoup de lycées, collèges, universités et d'usines Céveso, classées Céveso. Et à l'extérieur, elle est entourée, on peut dire quasiment entourée d'eau, et en particulier de plusieurs rivières qui ont un caractère assez malin quand il pleut, c'est-à-dire qu'elles débordent systématiquement et elles inondent quasiment systématiquement, et sans qu'on ait trouvé de solution vraiment efficiente, c'est-à-dire les fameuses barrières efficientes pour l'instant, pour éviter ce débordement et l'inondation du réseau. Donc ça veut dire dès qu'il y a plus de pluie que prévu, il faut tout de suite mettre en branle plusieurs procédures qui ne sont pas des plus faciles, qui sont dangereuses, etc., etc. Et le troisième exemple de résilience, on l'avait sous les yeux, c'était l'école des mines d'Alès pendant la situation de la pandémie Covid. On l'a tous vécu, on sait tous comment s'est déroulé l'événement et tout ce que l'on aurait dû, pu et ce que l'on a fait et toutes les questions qu'on se pose depuis. Voilà, donc en termes de choses, je vous rappelle, hein, nous on essaye de caractériser et évaluer. Et puis je conclurai sur réfléchir. Caractériser et évaluer. Alors caractériser, c'est, j'imagine que vous connaissez tous ça, c'est une PNF qui évolue. Alors elle est au début à un certain niveau de valeur. Alors certains mettent ici, au lieu de value, ils mettent que la perfo. Non, c'est une valeur, c'est quelque chose qui me dit je suis dans un état stable, il se passe un événement perturbant, si je suis plus ou moins vulnérable, eh bien je vais avoir une dégradation de cette valeur, et puis je vais être obligé d'entamer une période de redressement jusqu'à atteindre un niveau jugé acceptable, qui vous le voyez n'est pas le même niveau de valeur qu'au début.
Bon, il y a d'autres façons de le représenter, mais là, c'était un bouquin c'est un article Inside de Linkozy, un peu ancien, hein, 2015. Il définissait les 3 phases que l'on va reprendre ensuite, c'est-à-dire la phase où on se prépare, la phase où on essaye de survivre tant bien que mal, et puis la phase où on essaye de revenir à un état jugé acceptable. Et là, vous voyez dans ce schéma, l'état jugé acceptable, ben non, pour eux, c'était le niveau original. Nous, on dit non. On revient à un état jugé acceptable parce qu'il vaut mieux se fixer une cible atteignable que pas du tout. Et à partir de là, eh ben, on a ce classique, j'allais dire, ce classique cycle de vie, on pourrait dire, ou ce phasage de l'évolution. On a une espèce de perfo, globalement, on va appeler ça perfo, on ne va pas s'embêter, où on essaye de tout anticiper. Pourquoi? Parce que le système fonctionne et il y a un certain nombre d'événements qui n'étaient pas imaginables lors de la conception qui peuvent paraître de plus en plus précis, probables, etc. Par exemple, une attaque terroriste ou quelque chose dans le genre. Et donc, on va anticiper. Et donc, anticiper, c'est prévenir et se préparer. Donc, on identifie et on essaye d'éviter les risques, de les minimiser. Et puis, si on ne peut pas on peut pas s'immuniser par rapport à ces risques, on se prépare à faire face. Ensuite, on a la phase de réponse. L'événement a eu lieu, c'est bon. On a une dégradation, elle est inévitable. On ne peut pas résister. Ça n'est pas possible de résister à un événement, surtout s'il est émergent et improbable, ou même imprévisible. Donc, on a une phase de réponse dans laquelle on va d'abord absorber, puis on va s'adapter. On essaye de faire les deux ensemble. On essaye d'absorber le déferlement et d'adapter aux événements perturbateurs. Alors, souvent, on s'appuie sur des principes d'auto-organisation ou d'auto-réorganisation. Et puis ensuite, on va essayer, la vie ne s'arrête pas, et à partir de là, on va commencer à rétablir, on va réparer. C'est là qu'on revient à cet état qualifié d'acceptable. Donc, il faut qu'il y ait déjà un compromis pour savoir quel est cet état acceptable, sachant que par amélioration continue, pas à pas, on va revenir, on l'espère, à un niveau où à nouveau, on va pouvoir se mettre en veille, c'est-à-dire en anticipation, prévention, préparation, et établir des règles de tout ce qui s'est passé pendant les phases de réponse et rétablissement pour promouvoir de nouvelles actions, alors des exercices, des barrières d'anticipation. Je pense que là, vous découvrez rien. Hein. Et c'est donc une PNF qui est complexe parce qu'elle est relative à des événements qui peuvent être internes ou externes. Alors, en termes de systémique, nous, on a adopté un cadre systémique qui nous paraît assez propre et assez bien travaillé, c'est SAGAS, dans lequel on a défini la stabilité, l'intégrité et la performance. La stabilité, c'est essayer de résister à des événements externes. Et l'intégrité, c'est de résister à des événements internes. Alors, la stabilité, c'est par exemple lié à des facteurs naturels, grosses inondations, incendies, attaques terroristes aussi. L'intégrité, c'est l'un des sous-systèmes vient à dysfonctionner ou à disparaître. Et on ne peut alors... on a tout un ensemble d'événements, mais d'origine interne, liés au fonctionnement même de lycée, qui commencent à montrer une dégradation. Alors ces événements, ils peuvent être redoutés, mais s'ils sont redoutés, s'ils sont qualifiés de redoutés, ça veut dire qu'on les connaît. Ils sont attendus. Et puis il y a des accords et puis il y a des événements qui sont complètement inattendus. Et là, on est sur ce que mes collègues de l'équipe gestion de crise appellent le hasard, les disruptive events, les trucs auxquels on n'osait pas penser. Ces événements, ils entraînent des effets. Alors les effets, comme d'habitude, ils peuvent être directs ou indirects. Je suppose que vous connaissez les effets cascades.
le snowball, domino, le slow rope. Le slow rope, c'est vous gardez à l'esprit la corde qui se déforme lentement, mais en fait, c'est le bout qui va claquer et qui va faire mal. C'est le principe c'est ce principe-là, c'est tout se passe bien dans le meilleur des mondes parce qu'on maîtrise la corde, mais celui qui se trouve au bout prend un choc. Et c'est ça qu'il faut éviter. Alors, il y a un temps de propagation, de prise de conscience de la part des parties prenantes qui est plus ou moins long. Bien évidemment. J'ai eu un exemple il y a seulement 4 jours, en discutant avec quelqu'un qui avait assisté au tremblement de terre au Maroc. Il était avec des amis dans un bar. Ils ont vu une vitre tomber et il m'a dit on a bien mis 10 minutes à comprendre que c'était un tremblement de terre. Tout le monde pensait que c'était le voisin qui avait jeté un verre pour casser la vitre. Et tout le monde se regardait en rigolant, comme bon, bref. Avec des impacts qui sont plus ou moins. Alors, il y a des impacts qui sont bons, et en général, on ne pense que aux impacts néfastes. Donc, on a une relation entre l'événement et les faits. Un événement peut provoquer des effets positifs ou des effets neutres. Et donc, on a essayé de caractériser les relations qu'il pouvait y avoir. Alors, si elle est neutre, ben, on s'en fout. Si elle est positive, on va peut-être essayer de la préserver. Si elle est positive, mais elle n'est pas maîtrisée, soit parce qu'elle est insuffisante ou trop importante, ben, il faut la régler. Et si elle est néfaste, et toutes les méthodes parlent plutôt seulement de ces relations événements-effets qui sont néfastes, bon, ben là, on a un vrai problème. Mais il ne faut pas oublier que dans toute chose, il peut y avoir des choses positives que l'on peut garder. Bon, là, je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête. On avait un exemple sur les événements en 2005 autour de Nîmes et des Cévennes, où on a vu un déferlement, des morts, perte de beaucoup de matériel, des routes coupées par les inondations, et en même temps des impacts de foudre. Et en fait, l'eau a éteint l'incendie au fur et à mesure qu'il prenait. Ça paraît très bête, mais les pompiers étaient déjà débordés. Et dans des zones difficilement praticables, les feux qui démarraient et qui mouraient d'eux-mêmes, ok. Pas... Et puis, il y a des interactions qui sont inattendues et qui sont très mal maîtrisées. C'est ce que je disais, ça peut être une panne qui va provoquer l'absence d'un service, par exemple de santé, la perte d'un blessé. Et pour l'hôpital, ça va être une perte de crédibilité. Il y a peut-être un levier financier qui va disparaître, etc., etc., etc. On peut tout imaginer. C'est ça les effets cascades, par exemple. Et puis, ces effets, malheureusement, ils se propagent au sein de lycées. Il y a des sous-systèmes qui sont complètement neutres vis-à-vis de ces propagations ou de ces effets. Et puis, il y a des sous-systèmes qui les amplifient et les transmettent à l'extérieur. Donc, selon le degré de préparation de lycée, selon ses capacités d'adaptation, d'absorption, d'évitement, selon ses propriétés non fonctionnelles, on peut voir cette propagation et même un changement de nature de crise. On change non seulement le type de crise, mais on change aussi d'intensité de crise. On a un ouragan qui dévaste une zone côtière, et au bout de 15 jours, on se rend compte qu'il y a une famine et du choléra qui apparaît. C'est tout à fait... L'ouragan a été dévastateur, mais n'a tué personne. Par contre, il a coupé toutes les voies d'accès et d'acheminement de matériel, de vivres et de médicaments. Et 15 jours après, on a les premiers cas qui apparaissent, et là, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que la réaction doit être immédiate, mais on a changé complètement de nature de crise. Alors, pourquoi ? Parce que les interactions entre les IC et les composants d'IC, donc là, c'est de l'interaction entre les systèmes, je vous en fais cadeau. Ce sont les interactions classiques du moment qu'il y a un échange de flux, une connexion, une dépendance entre deux systèmes, on a une interaction qui est créée. Alors ça, c'est la définition que nous, on donne d'interaction entre les systèmes. Et ce qui nous intéresse ici, c'est plus en particulier les interactions entre les propriétés non fonctionnelles internes, on est au micro-niveau, voire
celle des autres IC avec laquelle elle va être connectée. Par exemple, le réseau de distribution d'électricité, il est connecté au réseau de production, au système de production d'électricité d'un côté et au système de distribution dans les quartiers, dans les entreprises de cette électricité. Bon, donc une IC est toujours interconnectée à une autre IC, qu'on le veuille ou non. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les interactions entre les propriétés non fonctionnelles dans la suite. Donc, les interactions entre les systèmes, encore une fois, je vous en fais cadeau, c'est toutes celles qui sont voulues, c'est les échanges de flux pour lesquels le système est fait, alors transfert, transport, déplacement, traitement de matière, etc., etc., etc. Et puis à ceux qui sont non voulus, les phénomènes physiques, physiologiques, les phénomènes sociaux, qui sont liés à une sorte de proximité d'un système avec un autre. Proximité de fonctionnement, proximité géographique, proximité comportementale, etc., etc. C'est normalement, on sait prévoir ce genre de choses. En ingénierie système, on a quelques approches qui permettent de le faire. Donc, on ne s'occupe pas de ça. On s'occupe des interactions entre les PNF. Alors, ça, c'est un article de 2012 qui, pour nous, a été un peu fondateur. Un travail qu'avait fait le MIT à l'époque. Ils avaient pris tous les projets tous les projets sur lesquels il y avait des livrables qu'ils pouvaient exploiter depuis un grand nombre d'années. Et au début, les projets ne parlaient que de qualité. Et puis petit à petit, ils ont rajouté la safety, reliability, testability. Et puis au plus on s'écarte du centre, en plus, en s'approchant de notre époque, on a rajouté des PNF qui devenaient absolument nécessaires. Par exemple, la manufacturabilité, la durabilité. En 1900, on ne parlait pas de durabilité. On brûlait du charbon et on cherchait à faire de la méca. C'était la qualité, la performance coût-délai. On ne travaille que là-dessus. Et puis, on parle maintenant de recyclabilité, de sustainability, etc., etc., etc. Donc, au plus on s'écarte du centre, au plus on a apparition de nouvelles PNF qui intéressent les industriels. Et on en a trouvé d'autres. Alors là, j'ai pas mis la référence, c'est dommage. Mais là, on voit apparaître la résilience. Vous voyez, dans le DSTAI, elle était un peu plus bas dans la hiérarchie. Là, elle est passée au premier niveau avec dependability, affordability et composability. OK. Et il y a un truc intéressant, c'est que d'eux-mêmes, les auteurs de cet article, alors je m'excuse, je n'ai pas mis la référence, la résilience dépendait de la flexibilité, de la robustesse et de la protection. La protection dépendait de la sécurité, de la safety. Dépendait. Il y avait une relation d'influence de ces trois PNF, la modifiabilité, la tailorability, l'adaptabilité, sur la flexibilité. Ça paraît évident quand on le dit. Et ils avaient eu la bonne idée que de le formaliser. Alors nous, on est parti de ce type de formalisation. Et on en est arrivé à ça si on suit ce cycle de vie. On a fait une étude assez poussée, alors dans la thèse de Berang en particulier, et on s'est dit, pendant la phase d'anticipation, pendant la phase de réponse, pendant la phase de rétablissement, pour nous, de quoi dépend la résilience? Grosse analyse bibliographique. Et là, je vous donne juste un résultat qui est notre point de vue. Je ne vous dis pas qu'on fera un standard de ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais effectivement, je prends par exemple, pendant la réponse, on voit bien que la réponse, elle sera dépendante de l'agilité, de l'accessibilité des sous-systèmes, de leur capacité à changer, à se contrôler, à être disponible, etc., etc. On l'a fait en fonction, on a fait ces listes. Ces listes ont été établies en fonction d'une analyse biblio dans laquelle on a comparé les avis en donnant le nôtre et on est arrivé à, j'allais dire, ce référentiel de PNF. Et vous voyez, par exemple, l'agilité, on la retrouve dans la phase d'absorption comme dans la phase d'adaptation, mais bien évidemment dans la phase de rétablissement. Si on n'est pas très agile, le rétablissement pourrait avoir lieu, mais sera peut-être plus long. On a donc une influence de toutes ces PNF sur la résilience, la maintenabilité, par exemple,
peut influencer la résilience. Et ce qui nous intéresse, c'est de décrire cette flèche-là, cette interaction entre PNF. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors ça, ce sont les travaux d'Alexandre Webb qui dit, encore actuellement, il y a 5 types d'interactions: la compensation, le compromis, la substitution, le conflit, la contribution. Par exemple, pour la résilience, là vous avez un exemple, je ne vais pas le détailler. Ce qui nous intéresse, c'est de définir bien ce que c'est que la compensation, etc. Et de se rendre compte qu'enfin, on ne va prendre en compte que celles qui sont en orange. Vous allez voir pourquoi le compromis, on ne le retient pas. Voilà un exemple. Alors la compensation, les définitions qui sont là sont données dans la suite beaucoup plus précisément. L'action d'équilibrer l'effet d'une PNF par une autre, c'est-à-dire la robustesse peut compenser la sécurité. Oui, c'est vrai, dans certains cas ou dans certains scénarios opérationnels ou dans certains modes de fonctionnement, la robustesse d'un sous-système peut compenser au moins partiellement ou temporairement l'absence de sécurité que l'on a à utiliser ce sous-système. Tant qu'il est robuste, il va encaisser. On peut y aller. La substitution, c'est si une PNF s'effondre, peut-on utiliser une autre PNF? Est-ce que je peux, par exemple, si mon système perd en agilité, est-ce que je peux améliorer une PNF, peut-être temporairement, mettre en place une barrière qui temporairement va améliorer une autre PNF pour compenser cette agilité? Par exemple, faire intervenir un système externe qui va de lui-même agir de manière à rendre l'ensemble beaucoup plus dynamique dans le temps. Et donc, oui, le système n'est plus assez agile, mais une aide extérieure peut l'aider à se réveiller. Le conflit, c'est quand on est en opposition. Est-ce qu'on peut être absolument tout le temps flexible et robuste? Là, c'est l'exemple qui est donné, la flexibilité et la robustesse. Ben, selon la phase, nous, on considère qu'il y a un vrai conflit. On ne peut pas être complètement flexible et robuste. Il y a quelque part quelque chose d'antinomique. Donc, il faut prendre en compte cette interaction. Faites gaffe, si à un moment donné, vous utilisez la robustesse comme étant une PNF importante et la flexibilité en même temps, sachez qu'entre flexibilité et robustesse, il peut se passer des choses qui vont en fait gêner la définition de votre barrière. Laquelle voulez-vous privilégier? Et puis l'influence. Ben, l'influence, c'est la vision directe qu'on a. Je vous en ai donné plusieurs d'influences. Là, il y a un avis sur voilà, une influence. La résilience est influencée par la flexibilité, la robustesse, etc. Bon, et ben là, excusez-moi, je reviens. La sécurité et la robustesse influencent la résilience. Là, on est à peu près d'accord. Et puis, on a viré, on ne parle pas, pardon, dans la suite de la 5e interaction possible, c'est le compromis, c'est de dire, j'ai 2 PNF, prises séparément, c'est bien, prises ensemble, elles doivent trouver un espèce de compromis. Pardon, on doit trouver un compromis de manière à les réduire ou à les augmenter pour qu'elles s'équilibrent. Et souvent, rechercher cet équilibre va nécessiter de lever des contraintes qui sont posées au niveau de l'IC. C'est exactement ce qui se passe dans une centrale nucléaire quand vous avez une défense en profondeur qui vient à défaillir. Par exemple, l'évacuation des gaz qui sont confinés, eh bien, on va trouver un compromis qui va être bon, mais ok, on sera moins sûr parce qu'on va dégager dans l'atmosphère, mais comme on aura filtré et contrôlé l'état des gaz que l'on va envoyer dans l'atmosphère, on pourra mettre en place une autre barrière à l'extérieur pour éviter la contamination. Il y a toujours cette notion de compromis. Alors pourquoi je la vire de la suite? C'est parce que je crois que c'est la plus compliquée à manipuler. Compromis signifiant de lever des contraintes signifiant violer allègrement peut-être une exigence réglementaire ou une exigence forte, une contrainte,
par exemple, d'utilisation, de déplacement, de transport, qui ont été fixés au système. Alors là, vous avez, je vais pas les reprendre, hein, parce que sinon ça va prendre un peu de temps. Je regarde l'heure passer. Vous avez ici la définition qu'on a donnée à compromis, conflit, influence, etc. Et une fois qu'on a toutes ces interactions, ces 5 types d'interactions, on a peut-être réussi à donner un réseau. Il me manque un slide là pour dire, tout ça nous amène à dire, je mets la résilience au centre, dans chacune des phases du cycle de vie, et là je vais être obligé de revenir en arrière, voilà, dans chacune des phases du cycle de vie, on a dit, la résilience pendant la phase de préparation dépend de ça. Alors, est-ce que c'est une dépendance directe? Est-ce qu'il y a des conflits entre elles? Est-ce qu'il y a un compromis à trouver, etc. Et tout ça nous donne ce que Nicolas Daclin, dans son HDR, appelle un écosystème des PNF, qui peut avoir une représentation graphique assez simpliste en utilisant une théorie des graphes, des hypergraphes, sur laquelle, justement, Alexandre Webb est en train de travailler. À partir de là, une fois qu'on a cette représentation, ces interactions entre des PNF, on passe à la phase d'évaluation. Alors, c'est la partie que je maîtrise le moins. Mais globalement, on va définir plusieurs paramètres, ce qu'on appelle l'état courant et l'impact. L'état courant, alors c'est valeur. J'ai mis valeur entre cotes, hein, pour être sûr qu'on ne parle pas d'une valeur obligatoirement quantifiée. Ça peut être un qualificatif, bonne, mauvaise, moyenne, médiocre. À nous de trouver une échelle d'évaluation de valeur, et vous allez voir ensuite, on va beaucoup utiliser ces échelles qualitatives, et on a des travaux avec Alexandre qui avaient démarré, qui n'aboutiront peut-être pas autour de la logique floue. C'est-à-dire faire une évaluation sur la base d'une valeur floue. Donc l'état courant, c'est la valeur d'une PNF, par exemple, la résilience, elle a une certaine valeur, elle est plutôt bonne, ou elle est à 10 sur une échelle de 20. Bon, d'accord. Qui a dit 10, qui a dit bonne, il y a peut-être des indicateurs usuels, par exemple le MTTR peut permettre de calculer ou d'avoir une idée de la résilience. Pourquoi pas? Mais c'est une proposition que je vous fais. Je ne vous dis pas qu'il faut utiliser le MTTR. Selon le type de système, le mean time to repair peut donner une idée approximative de la résilience. S'il est très court, bon, je ne sais pas combien de fois il tombe en panne, mais par contre, il est capable d'absorber et de revenir très vite. Bon, écoutez, MTTR peut être un indicateur. Ensuite, il y a l'impact. Et là, ce n'est pas la valeur elle-même, c'est la variation. Est-ce que si la flexibilité augmente démesurément, ça a une valeur positive à préserver, positive mais trop importante, positive mais pas assez importante, ou alors carrément néfaste, ça dégrade complètement la résilience. Ça, c'est ce qu'on a appelé l'impact. Et on parle bien de la flexibilité influence la résilience. Bah oui, mais alors elle influence dans quel sens? Positif, négatif, et si oui, plutôt à préserver, plutôt néfaste, plutôt trop important, ou plutôt pas assez important, ou neutre. Le niveau du milieu, c'est neutre, donc en fait, si vous mettez neutre, c'est qu'il n'y a pas d'influence. À réfléchir. Ensuite, il y a 2 autres paramètres, c'est la priorité et l'existence. Alors, la priorité, elle nécessite de créer ce qu'on appelle des groupes. C'est-à-dire qu'on pense que, et là, c'est l'exemple sur la résilience, la sécurité et la robustesse viennent en premier lieu. C'est-à-dire que pour nous, la sécurité et la robustesse impactent la résilience. Et leur impact, il est bien plus prégnant que si je parle de l'impact qu'à la fiabilité, l'interopérabilité ou la testabilité. Et encore plus prégnant que si je parle de l'impact de l'accessibilité, de la changeabilité, de la contrôlabilité, etc. On n'a pas fait cette liste au hasard, de groupe 1, groupe 2, groupe 3 pour la résilience. C'est un exemple.
dans le cas qui nous intéressait, on est arrivé à cette conclusion. L'écosystème qui avait été défini auparavant nous a permis de voir quelles étaient celles qui, effectivement, si elles variaient beaucoup, induisaient une vraie variabilité de la résilience à craindre. Et donc, on les a créés, on a appelé ça des groupes de priorité, parce qu'il est vrai que si la sécurité s'effondre, la résilience, elle n'ira pas très bien. Et là, vous voyez, on a des indicateurs qui sont plutôt qualitatifs. Priorité haute, priorité neutre ou priorité basse. Par exemple, la sécurité sur la changeabilité, dans le cas qui nous intéressait, était plutôt haute. Encore une fois, l'exemple qui est donné là est lié à un exemple applicatif. Et puis le deuxième, donc en fait c'est le quatrième paramètre, c'est l'existence. Quels sont les PNF qu'il faut vraiment prendre en compte pour l'évaluation? Ça n'est pas parce qu'elles apparaissent dans l'écosystème qu'elles sont effectivement mesurables, observables, estimables. Et donc, il y en a certaines, c'est oui, en théorie, elles influencent, mais on ne sait rien en dire. Donc, il y a une condition d'existence. Doit-on les considérer ou pas? Et si on les considère, dispose-t-on d'un moyen d'évaluation, donc d'un moyen d'estimer la valeur actuelle, enfin, tous les paramètres de cette PNF. Attention, tous les paramètres d'évaluation que je vous donne sont vrais, s'appliquent à toutes les PNF. Et les exemples qui sont donnés sont centrés sur la PNF résilience. À partir de là, il y a un truc, alors je ne suis pas très d'accord avec l'appellation qu'on a donnée, c'est l'opérabilité, c'est-à-dire qu'opérationnellement, qu'est-ce qui se passe? Quel est le niveau de valeur de la PNF cible, ici la résilience, en fonction de toutes les PNF sources? Ben oui, parce qu'une PNF, elle est influencée, elle est en relation avec plusieurs ILT, PNF, d'accord? Donc, excusez-moi, quand il y a marqué ILT, c'est propriété non fonctionnelle, c'est juste, j'ai oublié de... Et cette valeur d'opérabilité, là aussi, elle est qualitative, elle peut être très haute, il y a une très grosse dépendance, et elle est calculée en fonction des 4 paramètres qu'on a vus, l'état courant, l'impact, la priorité et l'existence. Et voilà, l'existence. Alors, si vous voulez tous les détails de ces calculs-là, voir l'HDR de Nicolas Daclin, dans lequel c'est très bien décrit et surtout documenté, enfin illustré. Aujourd'hui, je vous fais une simple synthèse. Je pense que c'était intéressant. À partir de là, on regarde la démarche, c'est-à-dire que la carte, alors ça c'est extrait de la thèse de Berrand Moradi, il parlait de la cartographie du système. Non, en fait, c'est la cartographie des PNF, c'est-à-dire c'est la définition de l'écosystème des PNF du système qui nous intéresse. Et là, on a tout de suite les conditions d'existence qui peuvent être définies. Ensuite, on initialise les paramètres, on calcule les valeurs courantes, les priorités, les impacts. Et après, on a quand même quelques cas particuliers sur l'opérabilité. Et vous allez voir, on a ces 3-là. Alors, je ne vais pas détailler les 2 premières. C'est du positionnement et il faut mener à bien un certain nombre d'interviews d'experts pour arriver à des valeurs courantes, toutes les priorités ou des impacts. Nous, on a joué le jeu et dans le projet Résiste, par exemple, on a fait intervenir largement le responsable de la gare, les représentants d'EDF, etc., les représentants des passagers, pareil pour le périphérique de Nantes, et pareil, bien entendu, pour l'école des Mines d'Alès. C'était plus facile pour l'école. Et à partir de là, la fameuse fonction F, on est arrivé, si on parle d'une source sur une cible, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule relation, c'est la simple convolution, et on a à peu près ce type de profil de convolution qui est déterminé. Alors ça, évidemment, c'est fixe. À vous de savoir si, source par source, vous arrivez à évaluer est-ce que c'est plutôt neutre, est-ce que c'est plutôt très embêtant, est-ce que c'est plutôt embêtant, mais c'est-à-dire ça varie dans un sens opposé, donc
faudrait peut-être casser cette interaction, ou alors est-ce que c'est vraiment très embêtant parce que les deux nous mettent dans une situation assez déplorable. Ce que je vous dis là, c'est l'interprétation de cette table. Après, il peut y avoir aussi plusieurs cibles, et donc là, on a ce qu'on appelle des zones et les fameux groupes. Dans ce cas-là, la fonction que l'on calcule, ce qui nous intéresse pour calculer la valeur qualitative, encore une fois, de l'ILITI cible, de la PNF cible, elle est fonction de la priorité et du rapport que l'on a de toutes les valeurs prises 2 à 2. Alors, vous voyez, le calcul, il commence à devenir un peu plus, j'allais dire, questionnable et surtout plus difficile de percevoir les interactions qu'il va y avoir, par exemple, entre phi IS1 et phi IS2 ici. Donc, là, il y a encore quelques difficultés et les travaux de thèse d'Alexandre doivent justement détailler cela et faire entrer une dimension qui nous a un peu fait défaut parce qu'on travaillait par phase, mais dans la phase, le temps évolue. Donc, il nous manque aussi encore cette dimension temporelle dans cette fonction d'évaluation. Alors là, je vais vous en faire un cadeau, parce que là, ça va devenir un peu particulier. Là, en fait, on a une iso-priorité, c'est-à-dire que la fiabilité, la testabilité affectent de la même manière la résilience. Et donc, en fait, on prend le mean du phi1 et du phi2, c'est-à-dire de la variation de valeur de la résilience en fonction de la fiabilité et de la testabilité. Et on considère que la priorité étant égale, c'est la moindre qui nous importe. D'ailleurs, c'est le moins mauvais scénario. Et puis, il y a un deuxième cas, alors là c'est un peu compliqué, si l'opérabilité est supérieure, si elle est inférieure, si elle est moyenne, si elle est très inférieure ou inférieure, on a ces nouveaux profils d'interprétation qui sont donnés. Et en fait, ce que l'on souhaite à la fin, c'est d'avoir comment dirais-je, un phi ICG global, non pas en termes de valeur, mais en termes de variation entre la phase de préparation et ses 2 sous-phases, la phase d'adaptation et ses 2 sous-phases, puis la phase de rétablissement à la fin, voir si la résilience elle-même continue de croître ou de se dégrader. En particulier, chose constatée, bien entendu, elle a tendance à se dégrader quand la crise change de nature et d'intensité. Parce que le système était prêt à absorber quelque chose et puis se retrouve face à une situation qu'il n'est plus capable de gérer. Voilà, je laisse tomber l'opérabilité là. En synthèse, on a proposé une méthode de caractérisation, c'est l'écosystème de PNF. Sur les évaluations, on a des mécanismes d'évaluation. J'ai essayé de vous montrer comment on évaluait la variabilité et non pas la valeur. C'est pour ça que je mets valeur tout le temps. On cherche à aller vers l'évaluation continue. Et là, on a testé dans le projet RESIS l'apport potentiel d'un jumeau numérique, à défaut du nombre numérique. Et dans les perspectives, on a justement la thèse d'Alexandre Webb qui est sur ce projet RESIST et qui a eu affaire à ces 3 cas. Alors, juste un petit mot sur le jumeau numérique. On utilise toujours, c'est un peu notre cadre de travail, un cadre de référence systémique, c'est SAGAS, pour différentes raisons, parce que c'est un travail très propre, très complet, maintenant un peu conventionnel, je l'avoue, mais qui permet aux doctorants de très vite rentrer dans le moule et de se faire leur propre opinion et de gagner en autonomie. À partir de là, on adopte toujours un paradigme de représentation multivue. Alors, on suit pour ça les standards multivue, multi-viewpoint, multiview, etc., qui sont dans les bons standards qui nous intéressent avec différentes vues. Et pour développer un jumeau numérique, on a développé une espèce d'approche qui n'est pas complètement représentée là, qui est un peu particulière,
Parce que, par exemple, quand on prépare le modèle de la critical infrastructure, on utilise une méthode de modélisation qu'on a développée par ailleurs et qui n'est donc pas mentionnée ici. Voilà, je crois que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé 1 heure pile à parler. Écoutez, j'espère que ça vous a apporté quelque chose et j'espère que ça a suscité des discussions ou des questions. Je suis à votre entière disposition et prêt à vous détailler ce qui vous intéresse. Alors, je vois plein de mains qui se lèvent. Allez-y. Christophe. Olivia, tu es toujours connectée? Merci beaucoup, Vincent. Olivia n'est plus connectée. Bon, on va prendre les premiers. Donc, ce sera Mostefa qui avait la première. Allons-y. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation très instructive. Oui, je suis toujours connectée, je suis avec Mireille. Donc, effectivement, merci. On va répondre aux questions. Alors, normalement, c'est sur un. Vous m'entendez? Olivia, excuse-nous, on a déjà démarré les questions. Oui. Moi, je souhaiterais juste revenir un peu sur la relation, en fait, entre résilience et sustainability. Donc, Ouais. vous avez évoqué, voilà, sur certains schémas, en tout cas, certaines propriétés qui peuvent influencer, voire être, avoir peut-être des relations de corrélation ou de causalité, pourquoi pas, entre elles. Moi, je souhaiterais avoir votre avis un peu sur la résilience, le rapport entre résilience et sustainabilité. Est-ce que on peut qualifier un système comme étant durable si, en fait, il est en capacité d'être résilient aux aléas et à tout ce que vous avez évoqué, et du coup, se servir un peu de la résilience comme proxy pour dire, en fait, tant qu'on améliore la résilience, ben, on est sûr que la soutenabilité suivra, ou non, ou est-ce qu'il y a des cas, en fait, où on ne rentre pas dans ce cadre-là? Donc ça, c'est une première question. Deuxième question, peut-être juste sur la terminologie. Vous avez utilisé dans vos slides sustainabilité et durabilité. Pour moi, ça fait peut-être référence à la même chose. Oui. Par contre, je ne sais pas peut-être la différenciation que vous avez. Non. C'est juste que j'ai retraduit des slides qui étaient en anglais et j'ai laissé, à des endroits, vous avez vu, j'ai laissé Iliki, alors que je croyais avoir nettoyé partout, et puis j'ai laissé des termes en anglais, donc c'est durabilité. Réponse à votre première question. La résilience est-elle un driver pour la durabilité? Oui. C'est ça? Oui. Vous voulez que je vous réponde franchement? Oui, allez-y. Ma réponse est totalement non. Je peux pas généraliser. Résilient, ça veut dire qu'il est capable de revenir un système résilient, il est capable de revenir à un niveau de performance de sûreté, de sécurité, pour réaliser sa mission. Est-ce que pour autant, on peut dire qu'il est durable, c'est-à-dire qu'il limite sa consommation d'énergie, il limite son impact carbone, etc. Alors peut-être que j'ai pas la bonne définition de durabilité. Mais vous voyez, durabilité, moi, ça me fait penser à un impact environnemental. Je regrette, si pour être résilient dans sa phase de rétablissement, il se met à consommer énormément et avoir un impact carbone, ben, on s'en fout un peu parce qu'il faut sauver des personnes. On fait un pont aérien de gros cargos entre un pays et un autre parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Pourquoi? Parce que sur place, il n'y a plus les moyens de traiter les blessés, donc on les évacue. Mais globalement, ça veut dire qu'on a amélioré le site en termes de résilience. Le site devient capable, puisqu'il n'a plus à s'occuper des blessés, il peut s'occuper d'autre chose. Donc il gagne en résilience. Il redresse la barre. Et pour autant, l'impact sur l'environnement, il est énorme. Donc je ne sais pas si... moi, je dirais non. C'est pas toujours vrai, en fait. Ah, c'est peut-être. C'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est un exemple qu'on a traité aussi. Après, résilience, si vous gardez à l'esprit résilience, c'est revenir à un niveau jugé satisfaisant en remplissant sa mission, ce qui est la mission d'un système, de remplir une mission.
j'allais dire, remplir sa mission à tous les coups, moi, je pense que ça dégrade la durabilité. Je ne vois pas de contre-exemple, en fait. Je suis désolé, j'ai un avis peut-être un peu trop tranché ou pas assez informé sur la durabilité. Merci en tout cas pour ces éléments de réponse. Et excusez-moi, je n'irai pas plus loin. Et merci pour la question. Merci. Il y a Christophe, je crois qu'avec Benoît. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je m'interrogeais en fait sur le lien entre Tu peux allumer ta caméra. Ah, ouais, bien sûr. Hop là. Plus sympathique. Si ça marche. Ouais, Ouais, c'est bon. Oui, je m'interrogeais aussi sur le lien entre ces méthodologies et les méthodologies utilisées classiquement pour la safety à l'ordre 1, identification des risques et traitement des risques, et puis l'extension à la sûreté de fonctionnement au sens FMDS qui va donc qui intègre la safety et la disponibilité opérationnelle, au sens où même si au niveau système de système on n'a pas poussé ces analyses, à minima un certain nombre de systèmes critiques qui sont impliqués dans le système de système vont avoir fait l'objet de ces analyses et de ces méthodologies. Donc voilà, dans quelle mesure est-ce qu'on part de la page blanche ou est-ce qu'on peut réutiliser ou se connecter avec les analyses existantes, voire améliorer les analyses existantes pour prendre en compte cette résilience? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est un truc que j'ai dit au début, mais comme c'est une hypothèse qui est difficile à croire, je conçois que le tout est plus que la somme des parties. Les propriétés non fonctionnelles d'un système ne sont pas nécessairement la seule somme ou la simple interaction des PNF de ces sous-systèmes. Donc même si j'ai fait une analyse de sûreté d'un sous-système, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le nucléaire, on refait l'analyse de sûreté au niveau du système et on ne se limite pas à faire la sommation des propriétés des sous-systèmes. Deuxième chose, c'est important ce que vous avez dit. Quand on travaillait sur l'établissement de ces fameuses listes à l'après-vert, qui n'ont aucune valeur, c'est juste notre expérience, le relecture, on a travaillé avec des interviews, et on a travaillé avec des collègues dont le métier est la gestion du risque. Donc on n'a pas travaillé avec les outils classiques de safety, les diagrammes papillons, les diagrammes cause-effet, les AMDEC, etc. Tout simplement parce que nos collègues nous ont dit si on fait ça, on va retomber dans le même travers. Oublions ça et essayons de réfléchir seulement en termes de gestion de risque humain, financier, etc. Et ils nous ont apporté une méthode, alors malheureusement, le nom de la méthode là, ça va m'échapper, qui nous a permis de réfléchir un peu transversalement à cette façon de faire. Je dis pas que c'est mauvais, c'est que moi, c'est pas mon domaine. Et quand on est arrivé là et qu'on leur a dit, mais pourquoi vous ne faites pas des diagrammes papillons? Pourquoi vous ne faites pas des AMDEC? Si, on en fait. Mais si on fait ça, on va refaire ce qui a déjà été fait. Et vous nous proposez de dire il y a un écosystème et la résilience, elle dépend de ça. C'est pas la valeur qui vous intéresse, c'est comment ça varie. OK. Bon, ben, il faut changer de façon de penser. Et on a fait une analyse de risque sur la gare, sur d'autres systèmes aussi. Alors, il y a un projet dont je ne peux pas trop vous parler, mais c'est l'attaque terroriste d'un centre commercial. Et on a été obligé de faire ni plus ni moins qu'un mini jumeau numérique d'un centre commercial dans lequel on simulait et on évaluait la valeur des PNF de chaque barrière que l'on peut mettre face à une attaque terroriste, l'évacuation. Alors, soit on évacue, soit on se calfeutre, on se confine. Et en parallèle de tout ça, on appelle les forces de l'ordre. Alors, l'appel est gradué. Tout en haut, il y a le RAID et le GIGN. Et essayer de voir si en empilant ces trucs-là, comment dirais-je, on arrivait à simuler via ce micro-jumeau numérique dans lequel on simule complètement. C'est même pas un jumeau numérique, c'est une méga maquette numérique. Une approche multi-agent qui modélisait le comportement de 600 personnes dans un truc, en utilisant un profil très particulier, etc. etc. Il n'y a aucune étude
statistique, ni aucune étude de sûreté qui peut être faite dans ce cas-là. Mais ce que j'entends là, c'est qu'en fait, le choix des propriétés non fonctionnelles est issu de l'analyse de risque pour un problème bien particulier. C'est pas une liste à cocher où on choisit un peu ce qu'on veut, où c'est même pas les parties prenantes, les stakeholders qui identifient les propriétés non fonctionnelles, c'est bien issu d'une analyse de risque dans un contexte qu'on veut étudier. Alors, on a une liste standard, c'est la liste des 72. On sait qu'on va se limiter à en choisir un certain nombre. Et effectivement, c'est au travers d'interviews et d'expertise et de la méthode d'analyse de risque qu'ont développé mes collègues que l'on arrive à interroger et guider les interrogations de manière à sélectionner un sous-ensemble. Oui. Et à créer cet écosystème. On ne peut pas faire, honnêtement, on ne peut pas faire un truc totalement quantitatif ou analytique. Ça ne peut pas exister. On a eu, par exemple, affaire pour la gare à 3 experts qui nous répondaient exactement l'opposé les uns des autres. Donc, on a pris un juste milieu, comme on fait d'habitude, jusqu'à ce que l'un des 3 experts refuse de nous parler parce qu'on ne l'avait pas écouté. Bon, ben, ok, mais il n'y a absolument rien de mathématisable dans ce qu'il disait. C'est une information parcellaire. Et justement, l'analyse de risque permet d'avoir ça. Alors oui, ça y est, ça me revient. Dans l'analyse de risque, c'était une méthode syndinique. Les 5 axes syndinogènes dans une organisation, si vous voulez en savoir un peu plus, vous regardez l'archipel du danger. C'est une très très vieille méthode qui est tombée en désuétude et que nous, on a ressorti de la poussière en se disant, mais pourquoi les déficits syndiniques, déficits systémiques syndinogènes, il y en a 11, ne serait pas à l'origine un levier d'étude et d'analyse de ce fameux écosystème de PNF. Voilà. Alors la syndinique, c'est un peu lourd à avaler. Merci beaucoup. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, désolé. Hein. Mais c'est déjà très bien. Alors, peut-être juste une autre question, puis on s'arrêtera là, parce que normalement, c'est terminé normalement à 15 heures, de Patrice qui disait que pour ton exemple de cas d'étude entre Nantes et Toulouse, en fait, comme Matabiau est une gare traversante, là où Nantes était une gare terminale, est-ce que du coup, il y avait un impact, en fait? Les 3 cas d'utilisation, le premier, c'était la gare de Toulouse-Matabiau, de SNCF. Nantes, c'était pas la gare, c'était le périphérique autoroutier. D'accord. C'est l'ensemble des routes qui permet de rentrer. Alors, Nantes est fabriquée d'une certaine manière, je n'ai pas compris, c'est un très gros cercle et un périphérique tout autour qui a été construit il y a assez longtemps, qui s'est agrandi, qui s'est amélioré. Et malheureusement, ils ont autorisé à avoir près du périphérique des lycées, des collèges, des écoles, des usines qui sont à l'intérieur de Nantes et qui sont un peu dans une espèce de nasse. C'est-à-dire quand le périphérique est inondé, il n'y a plus personne qui rentre ou sort de Nantes. Et les hôpitaux, je ne me souviens plus si c'est 2 hôpitaux et une clinique, sont totalement coupés du monde. Et ils se posent la question, mais c'est quoi la résilience du périphérique on ne sait pas faire. Voilà. Alors, c'est la résilience des entités qui sont emprisonnées dans cette nasse, en fait, plutôt que du périphérique lui-même. En fait. Alors oui, on a simplifié un peu le truc en disant si on commence à parler de la résilience de l'hôpital, à l'hôpital, ils vont mal le prendre. C'est pas vraiment. Alors on va dire non, on va dire que ce qui vous embête, c'est effectivement l'accès et la traversabilité du périphérique, l'accessibilité et la traversabilité du périphérique. Et dans ce cas-là, la résilience du périphérique, c'est sa capacité à revenir très vite à un flux de voitures. Donc là, on a des vrais indicateurs, c'est le flux de voitures par heure, voitures, camions, etc. Et ces indicateurs-là, ils savent les évaluer parce qu'ils ont des capteurs partout. Donc, ils ont énormément d'informations. Et donc, on a préféré parler de résilience du trafic, pas du trafic, du périphérique, pour ne pas trop choquer alentour. Parce que après, c'est politique. Hein. Juste la dernière question, est-ce que je peux? Oui. Enfin, quels sont les méthodes de modélisation que vous appliquez pour déduire vos indicateurs?
Est-ce que vous avez quelque part une générosité d'approche de modélisation? Alors, vous voulez dire un moyen de modélisation? On utilise Tout les à fait. graphes Est-ce que vous avez des Voilà. automates, des équadifs, des Non, moteurs de règles? Vous avez quelque chose, vous avez une démarche un peu standardisée, j'imagine. Oui, mais là encore, il faut que l'on trouve un moyen idoine pour pouvoir discuter avec les experts et les parties prenantes qui ne sont pas experts de ça. Donc, on utilise des graphes j'appelle ça les graphes d'influence. Vous savez, les graphes, Oui, j'imagine. Oui, je des comprends. trucs très très simples qu'après on traduit sous forme de graphes, d'hypergraphes. Et ça, c'est les travaux qui sont en cours. Où Alexandre. Vous avez un peu de topologie, c'est ça, topologie qui est codée avec les graphes hypergraphes. Voilà, oui, on pourrait dire que c'est ça. Et on le code. Alors, quand vous dites on code, on le code et Vous notez. le moteur que vous évoquiez, c'est tout simplement l'exécution de routines de parcours de graphes, de mesure de plusieurs propriétés mathématiques des graphes, là, de l'absence de trous. Et voilà. C'est rien de bien fantasmagorique, on réutilise. Non, mais on comprend que tout à fait, parce que vous limitez à l'aspect topologique, l'aspect dépendance, qui est noté à l'aide des graphes ou hypergraphes. Oui. C'est sur ça que vous raisonnez. Oui. Il n'y a pas. Par contre, vous parlez beaucoup de l'aspect temporel. Alors, on parle du temps, c'est pas assez les graphes. Voilà, c'est pour ça que les résultats de Alexandre sur ces graphes nous intéressent parce nous n'avons pas on n'a pas la possibilité pour l'instant d'inclure cette dynamique temporelle. Et j'allais dire, ce sont des travaux en perspective. Okay. Et on sait qu'il y a des solutions qui existent. Excusez-moi, il y a mon téléphone. Voilà. Mais écoutez, j'ai fait au mieux dans le temps imparti, je pense. J'espère que ça vous a servi. Merci beaucoup de l'invitation. Et ça a été un vrai plaisir. Non, c'est très intéressant. On a deux points de convergence et sûrement encore des questions en attente. Ouais. On n'a plus beaucoup de temps. Donc, merci encore à toi, Vincent. Et puis, à très bientôt sur peut-être des futures collaborations. Merci à vous et à très bientôt.